Je vois qu'il y a déjà pas mal de connexions. Alors, je vais déjà juste faire un petit test, hein, savoir, si déjà vous m'entendez bien et si vous voyez bien le support. Donc s'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre dans le fil de discussion, ce serait parfait. Eh ben, c'est bon pour moi en tout cas. C'est parfait. Eh bien, c'est parti. On va attendre un tout petit peu encore. Il nous manque encore un petit peu de monde. Bah, écoutez, les 10h01, on va commencer. Les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Hop, alors c'est parti. Alors, donc déjà, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, qui est consacré à l'embauche d'un travailleur saisonnier. Donc, tout d'abord, je me présente, donc Sophie Régnier, je suis la responsable du service cotisation. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Monsieur Guéguen de France Travail, prof, et Patrice Lecaux, qui est chargé d'études au service cotisation. Donc, avant de commencer, je vais vous donner quelques petites consignes techniques, hein, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc déjà, le support vous sera mis à disposition, à l'issue de cette présentation. Donc sur le site internet de la MSA, je vous mettrai le lien, il n'y a aucun souci. Vos micros et caméras seront coupés pendant la durée de la présentation afin d'éviter les bruits de fond et garantir une bonne qualité d'écoute pour tout le monde. Si vous avez des questions ou remarques, vous pourrez les poser dans le fil de discussion. Nous ferons notre mieux pour y répondre pendant ou à la fin du webinaire. Dans tous les cas, un récapitulatif vous sera envoyé à la fin de ce webinaire pour justement que vous puissiez voir le retour. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un retour de tout ça. Donc surtout, dans vos questions, veillez à ne pas partager d'informations personnelles ou sensibles, hein, parce que pour garantir bien sûr la confidentialité de tous. Donc ce webinaire est enregistré, vous pourrez le voir bien sûr ultérieurement si besoin. Donc surtout, moi je visualise pas les questions, donc j'ai Patrice qui de toute façon m'arrêtera si on voit qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à s'ajouter. Alors c'est parti. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui. Donc déjà, je vais vous juste le petit sommaire. Donc lors de cette présentation, on va vous présenter les prérequis à l'embauche, les formalités liées à l'embauche, la présentation des services en ligne. On fera également un petit focus sur la santé et sécurité au travail de faux saisonniers. Et enfin, on vous partagera quelques informations utiles. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Guéguen, que je remercie pour sa présence et qui va vous présenter les services de France Travail pour vos recrutements. Merci beaucoup Madame Régnier, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je représente ce matin France Travail Pro. Alors France Travail, c'est rajouté le petit sigle pro depuis fin d'année 2024 pour matérialiser le fait que nous avons des services dédiés aux entreprises, aux recruteurs que vous êtes entre autres, qui sont moins connus que l'image qu'on a habituellement de France Travail, hein, qui inscrit les demandeurs d'emploi, les accompagne, les indemnise, etc. Donc nous, les ambitions de notre direction pour France Travail Pro, c'est de mieux faire connaître l'offre de service entreprise de France Travail. C'est ce que je suis en train de faire ce matin auprès de vous. D'aller au-devant des entreprises et mieux connaître leurs besoins et préoccupations en matière de recrutement. Bah ça, c'est ce que font mes collègues dans les 8 agences d'Indre-et-Loire. Donc moi, pour situer, je suis chargé de projet en direction territoriale, mais je travaille avec toutes les équipes entreprises qui sont dans chaque agence France Travail, donc les collègues de France Travail Pro. On va revenir sur le réseau d'Indre-et-Loire après. Et notre ambition, c'est de devenir le partenaire RH. Alors bon, après, on va pas faire le travail de vos comptables, hein, sur la partie RH, mais en tout cas d'avoir une approche un peu plus globale de l'entreprise que simplement du recrutement dans l'urgence, mais voilà, d'avoir une ambition d'être aussi de vous accompagner dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme on dit. Alors voilà, pour rentrer dans le cœur du sujet, l'offre de France Travail Pro,
finalement est résumé sur cette diapositive. Donc, on veut que ce soit une aide personnalisée. J'insiste sur le fait que ce sont de petites équipes. Ça va de 4 personnes sur l'Indre-et-Loire à 9 maximum sur une grande agence. Mais en fait, ça veut dire que vous allez tomber soit sur la même personne, parce qu'en fait, on essaie de se répartir les secteurs d'activité, soit sur quelques personnes, mais c'est vraiment une relation personnalisée qu'on veut établir avec vous et personnaliser les services. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment, dans cette gamme-là, sur laquelle on va revenir, c'est de vous proposer ce qui va vous convenir le mieux en fonction de votre situation. Donc la base de la base, c'est la publication de l'offre d'emploi. Ça se perd un peu, hein, il y a pas mal de job boards, comme on dit, de Le Bon Coin en passant par Indeed, etc. Bon, moi, j'ai rien contre, mais quand même, l'offre d'emploi, déjà, sur France Travail Pro, c'est aussi un site officiel. C'est-à-dire que ce que vont regarder les statisticiens, ceux qui vont acheter les formations aussi, c'est les offres d'emploi qui sont diffusées sur notre site à nous. Donc, je dis ça en passant, c'est pas anodin quand même, quoi. Et l'offre d'emploi, c'est d'abord et avant tout la communication sur votre besoin. Si vous communiquez pas sur votre besoin, bah, en fait, à part autour de vous, personne ne saura que vous avez ce besoin-là. Et nous, donc les conseillers France Travail Pro, ils sont là pour vous guider dans l'offre d'emploi, qui est aussi un petit peu du marketing, hein. Aujourd'hui, où les candidats sont très volatiles, ils ont le choix entre pas mal de choses, bah, il faut essayer de cibler le message, donc être clair sur le message, parce que l'activité, vous, elle vous parle, mais pour quelqu'un qui n'est pas du métier, ça lui parle pas. Donc l'idée, c'est de se représenter ce qu'est l'activité. Est-ce que moi, je peux le faire ou pas le faire en fonction de mes connaissances, de mes capacités physiques, etc. Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est seul, en équipe, etc. On va vous aussi, très important, on va vous accompagner sur la recherche des candidatures et la présélection des candidatures. Souvent, l'idée, je caricature, hein, je me fais tout seul l'avocat du diable, c'est oui, mais de toute façon, avec France Travail, ils nous envoient n'importe qui. Certes, quand vous avez une offre, on va dire en libre accès, que vous gérez vous-même, bah, finalement, vous avez un petit peu le tout venant. Sauf que nous, les rôles des conseillers, ça peut être aussi de faire une présélection pour vous. Et donc, on filtre les gens. Enfin, on essaye de vous faire ouvrir le maximum quand même, hein, les candidatures. Mais s'il y a vraiment des prérequis indispensables, on vous aide, on vous accompagne à ne pas recevoir bah, n'importe qui, justement. Voilà pour les... Pardon, oui. Donc ça, j'ai vu. Alors ça, c'est un autre aspect innovant, bien que la méthode de recrutement par simulation existe depuis 25 ans, mais là aussi, elle est peut-être méconnue par certains recruteurs. L'idée, c'est que sur un métier sur lequel il n'y a pas besoin de diplôme réglementaire, type infirmier ou d'autres métiers, on peut finalement élargir le sourcing, c'est-à-dire la recherche de candidats, au maximum par une offre d'emploi et par l'utilisation de cette méthode de recrutement par simulation. Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va simuler l'activité. Donc, je ne sais pas si je l'applique à l'agriculture, l'activité de maraîcher, par exemple. Ça, je ne sais pas si on l'a fait, mais il y a plein d'exercices qui existent. Ça va être l'idée de prévoir en fonction des saisons, de s'organiser par exemple au niveau des semences. Après, de gérer aussi les achats, la vente. Voilà, bon là, je vous avoue que j'improvise un peu, mais ça s'applique à plein de métiers. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, ces exercices sont faits avec des recruteurs. Ils sont testés d'abord par des salariés. Et en fonction de la note qui est obtenue par le salarié, alors c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, voilà, c'est un petit peu le salarié moyen, et ben on va abaisser un petit peu la note, qui sera la note seuil pour que les demandeurs d'emploi viennent vous voir en entretien. Donc le principe, c'est qu'on va simuler cette activité, encore une fois, des exercices qui sont testés hein, et conçus par des entreprises. Et ensuite, ce qu'on vous demande, alors c'est pour les offres minimum de 6 mois. C'est vrai que pour les saisonniers, ça peut être plus rare, mais en tout cas, pour les saisons, peut-être qu'on peut faire des petits arrangements, mais en tout cas, normalement, c'est 6 mois. Ce qu'on vous demande, c'est de recevoir tous les gens qui ont réussi les exercices en entretien.
de pas étudier leur CV. Donc c'est vrai que c'est une particularité. C'est comme on veut s'ouvrir au maximum, c'est le principe d'un recrutement sans CV. Donc ça veut dire que vous pouvez recruter, par exemple, je dis une bêtise, mais un ancien vétérinaire, une ancienne coiffeuse, un ancien maçon. Et c'est ce qui se passe. Sur des métiers de service, par exemple, sur une plateforme téléphonique, ils ont recruté un ancien maçon qui pouvait plus exercer. Bah, ils ne savaient pas qu'ils étaient maçons et la DRH, elle nous a dit jamais j'aurais recruté un maçon sur CV. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a évolué dans l'entreprise et qui est devenu même manager. Voilà. Donc on a plein de belles histoires comme ça euh, avec cette méthode qui permet de donner sa chance à tout le monde en fait. Donc là, on a, pour vous dire, une équipe dédiée MRS sur le département. On en a une par département, mais qui travaille avec toutes les agences encore une fois. Là aussi, c'est très important. Pour attirer les candidats, il faut se faire connaître et faire venir, par exemple, dans votre entreprise ou bien venir en agence France Travail pour communiquer sur vos métiers, sur votre entreprise. C'est un peu le triptyque, j'attire, je forme, on va venir sur la formation, pas forcément très longue, et je recrute. Et souvent, il y a ces trois choses-là à faire. Des fois, on sème les graines, son jeu de mots là, mais on sème les graines de justement cette communication pour plus tard. Donc nous, on vous propose des événements. Il faut savoir que chaque agence organise des actions de rencontres entre des recruteurs et des demandeurs d'emploi tous les mois. Donc 8 agences, plusieurs événements par mois, ça fait quand même plein d'opportunités en local de faire connaître votre entreprise sur vos métiers de manière générique ou bien sur votre recrutement spécifique. Donc on organise la rencontre. Et puis aussi très important, l'immersion professionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil très facile à mettre en œuvre, d'autant plus qu'aujourd'hui on a le site Immersion Facilité qui est indiqué là, où en fait ça peut se faire de manière, comment dire, il n'y a plus de papier quoi. Ça peut se faire de manière dématérialisée, voilà et très très facilement. Il faut que tout soit signé avant le démarrage, mais c'est une période de stage, entre guillemets, parce que c'est pas un stage de formation, mais c'est une période d'immersion professionnelle qui est encadrée par France Travail Pro, c'est-à-dire que s'il y a un accident du travail, c'est pour nous. La personne reste demandeuse d'emploi, elle n'est elle n'est pas rémunérée par vous, ni par nous, enfin, sauf si elle a des allocations chômage, mais voilà. Et l'idée, c'est deux choses. Soit, avant une embauche, de vérifier que la personne sait faire ce qu'elle dit. Parce que c'est bien que des fois, il y a des CV qui sont un peu gonflés. Et ça permet de vous rendre compte de ce que sait faire la personne. Ça permet aussi à la personne de se rendre compte de l'entreprise que vous avez vendue. Hein, parce que des fois, il y a des surprises aussi de ce côté-là. Et last but not least, je veux dire, c'est que ça permet aussi de se rendre compte du savoir-être de la personne. Est-ce qu'elle arrive à l'heure? Est-ce qu'elle s'intéresse à ce que vous dites? Est-ce qu'elle, par exemple, elle travaille bien en équipe, elle est à l'écoute des consignes? Ça, c'est très, très, très important. Et l'immersion professionnelle, elle permet de se rendre compte de ça. Là, en moyenne, l'immersion, elle dure une semaine. Hein. Ça peut aller très exceptionnellement jusqu'à un mois. Alors, on évite parce que les personnes ne sont pas indemnisées, mais enfin, pas plus que d'habitude en tout cas. Mais voilà, en général, une semaine, ça permet aux deux parties de se rendre compte bien du contexte du travail et de la personne. Donc ça, je vous incite fortement à utiliser cet outil-là. Alors, ça, c'est la première utilité de l'immersion, c'est avant un recrutement. Et puis, ça peut être aussi de la découverte métier. C'est-à-dire que pour les demandeurs d'emploi, ils connaissent très peu de métiers en réalité. Hein, et pour nous, notre boulot, c'est aussi de leur faire découvrir ce qu'il y a à côté de chez eux en particulier, qu'ils méconnaissent. Et là, c'est un moyen idéal de se rendre compte des réalités du métier. Les avantages, les contraintes. Alors, les contraintes pour les uns sont les avantages pour les autres, hein, mais voilà. En tout cas, de se rendre compte si c'est fait pour eux ou pas, et quitte à aller plus loin, avec une formation, courte ou pas courte, derrière. Alors justement, la formation avant l'embauche, c'est un outil très, enfin c'est un peu l'outil phare hein, avec la MRS, mais en tout cas l'outil phare de notre offre de service professionnel. C'est ce qui permet, quand il y a un écart entre le candidat et le poste à occuper, de former de manière courte, mais vous voyez, ça peut aller jusqu'à 450 heures quand même, c'est pas rien de manière très souple, c'est-à-dire que ça peut être une formation externe. Par exemple, s'il faut passer un CACES, je sais pas, un permis tracteur ou je sais pas quoi, ça peut se faire en organisme de formation.
Mais ça peut aussi se faire en interne à votre entreprise quand c'est des choses très spécifiques et puis qu'il y a, voilà, ça se fait que chez vous. Et ça peut être un mélange des deux aussi. Donc c'est très très souple et profitez-en. On a des fonds, c'est des choses qui peuvent disparaître avec le temps. On prend en charge 100% de la formation, non seulement 100% de la formation. Alors on négocie, hein, on fait ça au prix du marché, mais en tout cas, on couvre l'intégralité des frais pédagogiques. On prend aussi en charge la rémunération du demandeur d'emploi qui reste demandeur d'emploi pendant la formation. Donc ça, c'est quand même un coût assez important aussi, qui n'est encore une fois pas à votre charge. Et quoi d'autre? Et éventuellement les frais de mobilité pour le demandeur d'emploi qui a à se déplacer, à se loger et à manger le midi. Tout ça fait que ça vous revient à zéro, c'est pris en charge et que vous formez quelqu'un vraiment spécifiquement pour le poste que vous avez à occuper. Et vous n'embauchez cette personne qu'à l'issue de cette formation et sous réserve que le comportement est adéquat, que la personne a bien acquis les compétences qu'elle devait acquérir, alors en tout cas en majorité. Enfin bref, que ça se passe bien, quoi, et de deux côtés. Et on vous demande là aussi, pour toutes ces mesures-là, une embauche minimum de 6 mois. Alors pour les travailleurs saisonniers, parce que c'est le thème, il y a une adaptation qui a été votée. Donc, c'est possible de le faire pour des contrats de 4 mois. Voilà, donc dès 4 mois, vous pouvez former. Donc, la formation, ça peut aller d'une semaine à 450 heures, hein. C'est vraiment à la carte. Et ça se voit encore une fois avec votre conseiller France Travail Pro, qui vous conseille, qui vous accompagne, y compris sur. Alors, tout ça maintenant, c'est dématérialisé. Donc, il y a une demande d'aide à faire qui doit être prévue par le demandeur, éventuellement l'organisme de formation, et après, c'est validé par nous. Mais là-dessus, ils ont l'habitude et ils sont très réactifs et ça peut se monter en une semaine. Si tout est clair, c'est très très rapide. N'ayez pas peur. Donc voilà, moi j'en. Ouais, merci. Alors voilà, c'était les petites nouveautés fin 2024. Notre direction veut qu'on aille vraiment à la rencontre des entreprises. Donc il y a des plans de prospection qui sont déployés sur tous les départements, tous les bassins d'emploi. On a aussi une accessibilité renforcée de 7h30 à 20h par téléphone. Alors, les conseillers France Travail, ils ne travaillent pas de 7h30 à 20h, y compris le samedi. C'est des prestataires qu'on paye, qui vont vous donner un premier niveau d'information, etc. Mais dès que ça dépasse, notamment dès qu'il s'agit d'une offre d'emploi, ils vont vous donner les coordonnées de l'équipe qui va bien et surtout, on vous rappellera. C'est pas à vous de rappeler, mais on vous rappelle pour répondre à votre demande. Mais en tout cas, voilà, c'est une souplesse supplémentaire et on souhaite aussi personnaliser ce que je vous disais, la relation, si bien que les responsables d'équipe sont en train d'affecter toutes les entreprises à un conseiller en particulier. Donc à terme, chacun aura son conseiller. Bon, bah après, nous, on a du changement dans le personnel, hein, comme tout le monde, mais en tout cas, à chaque fois, l'objectif, c'est que vous ayez un conseiller affecté. Ou une conseillère, parce qu'on a quand même une population très féminine. Voilà, et pour terminer, voici le réseau. Donc, comme vous aurez le support, vous aurez toutes les coordonnées. Le réseau des 8 agences. Alors, géographiquement, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour que ça rentre sur la carte. Donc, ça couvre tout le territoire d'Indre-et-Loire. Vous voyez, 8 agences. Si vous ne savez pas tellement à quelle agence vous êtes rattaché, parce que vous êtes à la frontière, et puis c'est pas inné, hein, sur le bassin de Tours, il y a 5 agences. Si vous faites le 39 95, qui est le numéro spécifique pour les employeurs, et que derrière vous tapez votre code postal, forcément ça va vous chaîner vers la bonne agence, donc une agence locale de proximité. Donc sachant, monsieur Guéguen, on pourra peut-être aussi transmettre les coordonnées, des France Travail, sur Loir-et-Cher et sur l'Indre aussi, hein. Ah oui, pardon, ah oui, alors moi je suis que sur l'Indre-et-Loire, oui, tout à fait. Il peut y avoir, mes collègues ont la même carte, ouais, sur les autres départements. On vous la transmettra après le webinaire, ne vous inquiétez pas. Mm, mm. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas Si, si vous avez il y en a une. ah, il y en a une. Il
il y en a une, Madame Dupont, qui demande pendant la période d'immersion ou le PEI, à l'issue, est-ce que cette période diminue la période d'essai du salarié pour le contrat? Non. Non, non, parce que en fait, le contrat, il démarre que justement après ces périodes-là, où encore une fois, la personne reste sous notre responsabilité quelque part, enfin, elle est demandeuse d'emploi, en tout cas sur le statut. Donc, le contrat de travail, il démarre avec une période d'essai classique après. Je vois pas d'autres questions. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, même, monsieur Guéguen ne restera pas jusqu'à la fin du webinaire, mais si vous avez d'autres questions entre-temps ou même après le webinaire, nous lui transmettrons et on vous fera un retour sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Et pour les autres départements, je transmettrai aussi à mes collègues, hein, il n'y a pas de souci. Bon, ben, c'est parfait. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre intervention. Et puis, écoutez, on reprendra contact avec vous. En tout cas, je pense que c'était important pour nos employeurs d'au moins d'avoir cette vision, de France Travail. Merci à vous, monsieur Guéguen. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors du coup, nous allons enchaîner, nous sur, justement les prérequis par rapport à un nouvel employeur, puisque pour bien démarrer l'embauche de vos salariés saisonniers en tant qu'employeur, il y a quand même des petites choses à faire et des choses à savoir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera une petite révision, pour d'autres, des nouveautés, donc voilà. Donc en tant qu'employeur, avant d'embaucher vos premiers salariés, vous devez connaître au moins votre convention collective dont vous dépendez. Ça, c'est vrai qu'on a souvent des questions ou des méconnaissances par rapport à vos conventions collectives. Donc, vous devrez appliquer les dispositions de cette convention collective comme la classification des emplois, la rémunération, la durée du travail, ainsi que la prévoyance complémentaire. Donc, je vous partage un lien vers le site, le code du travail .gouv.fr pour retrouver votre convention. Donc, ça peut vous guider. Donc, pour rappel, une convention collective, déjà, c'est un accord écrit, donc qui est négocié entre les organisations syndicales et des employeurs ou des groupements d'employeurs. Donc, chaque convention collective est identifiée par un numéro qu'on appelle IDCC. Cette convention, bien sûr, va définir notamment les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et les obligations, que ce soit pour vous ou pour vos salariés. Elle va adapter aussi les règles du code du travail, donc aux situations particulières de votre secteur. Si vraiment vous n'avez aucune convention collective qui s'applique à votre secteur d'activité, dans ce cas-là, vous devrez vous référer aux dispositions du droit du travail. Et pour cela, si vous avez besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la direction départementale de l'emploi, donc la DRETS, qui saura vous renseigner et vous guider au mieux. Et donc, déjà dans ces prérequis, donc une fois que vous avez votre convention collective, déjà vous allez avoir beaucoup d'informations dans celle-ci, hein. Donc c'est pour ça que je vous invite à la consulter avant même d'embaucher vos salariés. Donc le deuxième prérequis concerne la mutuelle d'entreprise. Donc depuis 2016, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de proposer une complémentaire santé à l'ensemble des salariés. La cotisation est partagée entre vous et le salarié, donc vous devez prendre en charge au minimum 50 de la cotisation de base. L'adhésion se fait auprès de l'organisme assureur de votre choix, mais il faut noter que la plupart des accords collectifs recommandent déjà un organisme qui est déterminé justement dans la convention collective, ou alors vous pouvez vous rapprocher aussi de votre fédération qui saura vous aiguiller. Donc la MSA, elle a signé aussi des conventions de gestion avec des partenaires comme la Malakoff Humanis ou Agrica pour les paysagistes. Pour les organismes pour lesquels la MSA a la gestion, l'adhésion, elle se fera via la DPAE. Si un autre organisme, si vous avez un autre organisme, ça sera via un bulletin d'adhésion. Mais dans tous les cas, en tout cas pour nous, nos partenaires, ça se fait via la DPAE. Pour Malakoff Humanis, l'adhésion, elle est obligatoire que pour les CDD de plus d'1 mois. Donc sauf si vous souhaitez néanmoins affilier, elle se fera, par bulletin d'adhésion. Si vous décidez dès l'embauche, d'affilier vos salariés, aucun souci, un bulletin d'adhésion et vous pourrez faire adhérer votre salarié. Par contre, pour l'offre paysage, hein, donc pour les paysagistes via Agrica, il n'y a aucune ancienneté. L'ancienneté est bien à 0. Donc voilà pour cette partie mutuelle d'entreprise. Donc c'est la première partie, donc déjà c'est les règles de la mutuelle d'entreprise. Maintenant, on va aborder les dispenses. Parce qu'en effet, cette mutuelle, elle est obligatoire. Cependant, vos salariés peuvent choisir d'être dispensés de la mutuelle.
Soit parce qu'il a déjà une mutuelle, soit parce qu'il a déjà un contrat santé solidaire, ou alors il est déjà ayant droit sur un autre contrat famille ou groupe, par exemple avec son conjoint ou sa conjointe. En tant qu'employeur, vous devez obligatoirement récupérer la demande écrite de votre salarié. C'est vraiment important. C'est vraiment cette déclaration, à cette dispense, elle est indispensable. Et donc ça, il faut la déclarer par contre, cette dispense d'adhésion dans votre DPE. Pour la DPAE, donc c'est la déclaration préalable à l'embauche, on en parlera un petit peu après. Mais dès la DPAE, il faut noter cette dispense pour que nous, la MSA, on puisse avoir l'information. Ou alors, vous pouvez aussi le faire via votre espace privé dans l'onglet Contact et échange, dans Mes messages. Vous êtes responsable du contrôle du motif du cas de dispense. Vous devez avoir les justificatifs. La MSA, en tant qu'organisme de la protection sociale, n'a pas rôle de contrôler ces dispenses. Donc, ça ne sert à rien de nous les envoyer. Vous les gardez précieusement. Et par contre, petit rappel, parce que c'est vrai qu'on a souvent où c'est oublié, c'est que cette demande, elle doit être renouvelée chaque année. Ce n'est pas parce que votre salarié, au démarrage de son contrat, a demandé à ne pas adhérer à la mutuelle que ça va être le cas pour l'année suivante. Donc, si le contrat continue, vous avez d'autres contrats pour l'année suivante, il faut à nouveau récupérer cette demande de dispense s'il le souhaite. Sophie, je te coupe, il y a une question. Oui. Par rapport à la mutuelle, on demande si le pourcentage doit être identique pour tous les salariés À à la répartition des 50%. Alors, c'est minimum 50%. Après, Ouais. oui, bien, si dans votre convention ou dans votre accord d'entreprise, vous avez déterminé un pourcentage, il doit être appliqué à tous les salariés. Exactement. Pas d'autres questions sur la partie mutuelle? Non. Eh bien, c'est parfait, on continue. Donc, pour ceux justement qui ne souhaitent pas, qui ont une dispense pour la mutuelle, leur être proposé le versement santé. Il peut vous demander, donc votre salarié, de participer. En fait, c'est une aide mensuelle qui est versée par l'entreprise au salarié pour financer une partie de sa complémentaire santé individuelle. Donc, elle est soumise quand même à certains critères de durée. Donc, par exemple, pour les contrats de moins de 3 mois pour les CDD et les missions d'intérim, et moins de 15 heures pour les contrats à temps partiel. Donc, je vous ai mis un lien. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'employeur, vous devez justement parler du versement santé à votre salarié, mais c'est vraiment le salarié qui doit en faire la demande express. C'est pas d'office, hein, c'est vraiment lui qui doit faire la demande. Si vous voulez vraiment plus d'informations, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup du versement santé, mais si on en voit quand même, donc vous avez plus d'informations via le lien que je vous ai mis en dessous. En savoir plus, vous cliquez sur le lien et vous accéderez directement au site de la MSA, puisqu'il y a des calculs qui se font pour le versement santé, puisque c'est un prorata du montant et il faut en plus certains documents. Donc voilà pour le versement santé. Une question. Oui. Alors, pour le versement santé, il prend la différence. Je ne sais pas si si la question n'est pas complète ou si c'est plutôt qui prend la différence. Je ne sais pas si alors, Madame. Alors peut-être, alors il y a une partie bien sûr, comme il y a une partie qui reste à la charge du salarié, si c'est ça la question. Et l'autre question, est-ce que c'est obligatoire? Si on le fait à un saisonnier, il faut le faire pour tout le monde? Non, c'est vraiment à la demande de chaque salarié. Chaque salarié fera sa demande du versement santé. Si un autre salarié vous le demande pas, vous n'avez pas à l'appliquer. C'est vraiment à la demande express du salarié. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Eh bien, nous continuons. Donc le nouveau enfin pas le nouveau prérequis, parce que ça fait un moment que ça existe, c'est le DUERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc en fait, ce prérequis, c'est avant l'accueil de vos premiers salariés. Ce document, il va vous permettre d'identifier et d'analyser les risques liés à la santé et à la sécurité de vos travailleurs. Si vous avez besoin d'aide, justement pour remplir votre DUERP, c'est pas évident quand c'est les premières fois ou des fois le mettre à jour, le service prévention de la MSA Berry Touraine peut vous guider justement à établir ce document.
Donc, je vous ai noté les coordonnées du service SST et la répartition géographique de vos conseillers. Et donc, je vous ai mis également un lien sur le site de la MSA qui vous donne plus d'informations et qui va vous aiguiller justement pour la mise en place de ce DURP. Mais c'est vrai que c'est un document obligatoire qu'il faut afficher pour que vos salariés puissent le consulter. Et donc, ça va permettre d'identifier justement les risques qui sont dans votre entreprise ou à l'utilisation de certains matériels. Donc, pareil, si vous avez des questions sur la partie SST, n'hésitez pas à nous relayer vos questions et on les relaiera nous ensuite à notre service pour qu'ils puissent revenir soit vers vous, soit nous par vos questions. Je voulais faire aussi un petit focus. Alors, c'est pas forcément un prérequis, mais c'est plus une information sur l'ouverture de droits de santé de vos salariés. Est-ce que vous pourriez avoir quelques questions sur le sujet? Donc, juste vous rappeler que la PUMA, donc la protection universelle maladie, elle permet à toute personne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui réside en France de manière stable et régulière de bénéficier d'une couverture santé. L'objectif est simple, mais essentiel, garantir un droit maladie illimité pour tous, sans interruption, quel que soit le régime de la sécurité sociale. Donc, elle se fait dès le premier jour d'embauche. Le salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé auprès de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend. Les droits santé sont ouverts en illimité, ce qui signifie qu'il n'a pas de plafond pour les remboursements médicaux, tant que les conditions d'éligibilité, elles sont remplies, bien sûr. Cependant, il est important de noter que cette ouverture illimitée ne s'applique pas aux ressortissants étrangers hors Union européenne. Pour eux, la situation est un peu différente, puisqu'elle est soumise à l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, qui est obligatoire bien sûr pour l'ouverture des droits. L'ouverture de ces droits a permis de prétendre à deux types de prestations maladie. Donc, tout premièrement, les frais de santé. Donc, il s'agit quoi? Des remboursements médicaux pour les consultations, les soins, les médicaments, etc. Et puis, il y a aussi les indemnités santé. Donc, elles interviennent en cas d'arrêt de travail, par exemple. Elles permettent de compenser une partie de la perte de revenus. Donc, voilà pour l'ouverture des droits. Donc, dans le but de simplifier les démarches et de limiter justement les changements fréquents entre différents régimes de protection sociale, parce que vous avez des salariés qui sont au régime général, qui vont travailler chez vous. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées aux conditions d'affiliation automatique des salariés. Donc, ces ajustements, elles visent justement à réduire les mutations inutiles lorsqu'il y a un changement de situation professionnelle, tout en garantissant bien sûr la continuité des droits pour chaque individu. Cela permet aux salariés saisonniers de conserver leurs droits de manière fluide et sans interruption, même lorsqu'ils changent d'emploi ou de statut. Il n'y a pas d'ouverture de droit automatique pour les CDD inférieurs à 6 mois ou inférieurs à 100 heures par mois. Donc voilà, c'est pour éviter justement la bascule continue entre les deux régimes. Donc ils restent couverts par le régime, par exemple, général ou la MSA s'ils sont déjà affiliés à la MSA. Et donc, pour les salariés saisonniers qui seraient originaires de l'Union européenne ou de l'EEE, l'ouverture des droits à la protection universelle maladie, donc à la PUMA, elle s'effectue de manière similaire à celle des salariés français. Donc, il y a deux critères principaux qui sont pris en compte, le critère d'activité professionnelle et le critère de résidence. Donc, ça signifie qu'un salarié saisonnier qui vient d'un pays de l'Union européenne ou de l'EEE bénéficie des mêmes droits que n'importe quel salarié français dès lors qu'il répond à ces critères. Pour les salariés saisonniers nés hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen, l'ouverture des droits à la PUMA est légèrement différente. Le droit à la protection universelle maladie est ouvert pendant toute la durée de la validité de leur titre de séjour, avec une prolongation de 6 mois après l'expiration de celui-ci. Cela permet aux saisonniers de continuer à bénéficier de la couverture santé, même après la fin de leur séjour légal en France. Et enfin, pour les saisonniers encadrés par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les droits à la PUMA sont ouverts uniquement pendant la période du contrat de travail. Une fois le contrat terminé, les droits s'arrêtent également. Donc, ce qui nécessite par contre de bien planifier les démarches administratives en amont et donc de bien aussi notifier les dates de fin de contrat. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie d'ouverture des droits santé?
Donc ça, c'est pas vraiment une démarche que vous avez à faire, c'est plus voilà, une information que vous avez si vous avez des questions de vos salariés sur le sujet, même pour vous-même. Il y a une question sur la partie maladie. Si un travailleur occasionnel nous donne un arrêt de maladie, en tant qu'employeur, quel est le document que j'utilise pour faire la demande des IFI? Est-ce une déclaration papier ou depuis l'espace pro MSA? Alors, je vais demander au service maladie, mais il me semble qu'on peut faire des 2 côtés. On se note la question pour vous confirmer cette information, et je vais demander au service, qui est en charge de la maladie de vous apporter une réponse complète. On se le note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On voulait également faire un petit focus, sur, les jeunes travailleurs. Alors c'est vrai que c'est de la réglementation du travail, hein, donc ça relève pas de la MSA, mais au moins, parce qu'on a souvent des questions sur le sujet, c'est juste une petite alerte, pour l'embauche des mineurs. Donc normalement en France, un mineur ne peut pas travailler avant l'âge de 16 ans, mais il y a une exception, pour les adolescents de 14 à 15 ans qui peuvent travailler pendant les vacances scolaires. Donc bien sûr, sous réserve de ne pas leur faire des travaux dangereux ou insalubres ou au-dessus de leurs forces, bien sûr. Donc faire attention au poids, aux charges que vous pourriez leur faire, leur donner. Pour embaucher ces adolescents, donc justement qui ont entre 14 et 15 ans, vous devez adresser à l'inspection du travail une déclaration indiquant le nombre de jeunes concernés, leur nom, leur prénom et leur âge. Et surtout la nature des travaux que vous allez leur donner à faire, et et les travaux qui seront effectués. Jusqu'à son 18e anniversaire, le jeune salarié bénéficie de règles protectrices en matière de durée de travail, de sécurité, de règles qui varient selon l'âge. Donc c'est pour ça, là, on vous invite vraiment d'aller, vous renseigner auprès de l'inspection du travail si vous avez à embaucher des mineurs. Là, c'est vrai que c'est une information qu'on vous donne, on n'est pas spécialiste sur le sujet, mais c'est juste des alertes voilà, des choses qu'on a pu voir. Et donc en information pour l'ouverture de droits justement de ces santé pour les étudiants, quand l'activité elle est uniquement pendant la période estivale, donc pendant leurs vacances scolaires, l'étudiant il reste rattaché à son régime de protection sociale. Donc si par exemple le mineur il est rattaché avec ses parents, sur le régime général, il restera affilié au régime général. Il convient de renseigner dans la DSN la date de fin de contrat, par contre au plus juste, hein, pour les salariés, étudiants. Et par contre, si l'activité professionnelle, elle s'exerce au-delà de la période estivale, hein, donc si par exemple vous leur faites travailler plus de 150 heures par trimestre, durant l'année d'études, l'étudiant, il sera alors affilié au régime au titre de l'activité professionnelle. Donc ça veut dire que s'il travaille plus de 150 heures sur le trimestre, dans ce cas-là, il sera affilié à la MSA si avant il était au régime général. Donc voilà, c'était un tout petit focus sur les jeunes travailleurs, hein, mais c'était vraiment voilà pour, vous alerter sur le sujet qu'il y a quand même des démarches à faire et on vous invite fortement à vous conseiller, auprès de l'inspection du travail. Donc je vais laisser la main à Patrice, hein, qui va vous exposer les différentes formalités, hein, liées à l'embauche. Eh ben, c'est parti. Alors, avant d'embaucher un salarié, donc il est nécessaire de vous assurer de la bonne identification de vos salariés. Alors, c'est une procédure qui est essentielle pour garantir un traitement rapide et efficace des droits sociaux de vos salariés. Tout d'abord, pour les salariés français, il est obligatoire de fournir un justificatif d'identité, un passeport ou une carte d'identité recto verso. Ensuite, pour les salariés nés à l'étranger, les documents requis sont un peu plus spécifiques. Il est nécessaire de fournir un justificatif d'état civil, notamment un acte de naissance sur lequel figure lisiblement la filiation ainsi que le cachet de la mairie de naissance. Il faut également un justificatif d'identité en cours de validité, comme une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour. Et pour les ressortissants hors Union européenne, qui inclut également la Suisse et le Royaume-Uni, il y a un document supplémentaire qui est exigé. Il s'agit d'une copie du titre de séjour valant autorisation de travail. Alors, ça peut être une carte de séjour, une carte de résident, carte de séjour temporaire ou un récépissé de demande d'asile. Donc, tous ces documents-là sont indispensables et conditionnent l'ouverture du droit potentiel à la protection sociale. Et avant l'embauche d'un travailleur saisonnier étranger, on vous invite à vous rendre sur le lien qui est en bas de la page là. Oui, c'est vraiment important parce que c'est vrai que l'emploi des salariés étrangers, on a souvent des questions sur le sujet et c'est assez complexe quand même. Malgré tout, il y a beaucoup d'obligations, donc on vous encourage vraiment à aller sur le site de la MSA.
Alors après avoir identifié vos salariés, vous allez pouvoir procéder à la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. Donc ça, c'est aussi une formalité qui est obligatoire pour tout employeur qui souhaite embaucher un salarié. Elle permet d'informer la MSA de l'arrivée d'un nouveau salarié dans votre entreprise. Et elle est non seulement obligatoire, mais elle garantit également un cadre sécurisé pour vous et pour votre salarié. La DPAE doit être réalisée au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible d'embauche, si vous en avez connaissance, et au plus tard, juste avant le début de l'activité du salarié. Si la déclaration est faite en ligne, soit vous pouvez le faire dans l'espace votre employeur MSA, ou soit par Net Entreprise, ça fonctionne aussi. Il y a un lien vers le site MSA. Et la DPAE permet de sécuriser plusieurs accès de l'embauche. Il y a d'abord l'immatriculation du salarié. Cette déclaration permet de vérifier et de récupérer des données d'état civil du salarié. Ça va permettre de les enregistrer auprès de l'INSEE. Ça permet également la protection sociale des travailleurs saisonniers, ainsi que la déclaration du service de santé au travail. Et enfin, en cas de contrôle, la DPAE prouve le respect des obligations légales. Pas de questions par rapport à tout ça. Ensuite, on arrive sur le bulletin de salaire, le contrat de travail. Donc, en tant qu'employeur, il y a certaines obligations légales qui doivent être respectées vis-à-vis de vos salariés. Il y a deux documents principaux qui doivent impérativement être transmis. D'abord, le contrat de travail, puis le bulletin de salaire. Donc, un contrat de travail doit être transmis aux salariés au plus tard dans les 2 jours qui suivent l'embauche. C'est un document qui formalise la relation de travail et qui précise les droits et obligations de chaque partie. Les dispositifs comme le TESA et la DPAE CDD peuvent faire office de contrat de travail, simplifiant ainsi les démarches administratives. Le bulletin de salaire est également un document obligatoire qui doit être remis aux salariés à chaque période de paye. Les services en ligne TESA simplifié et TESA+, qu'on verra un peu plus tard, facilitent la création de ces bulletins de paye. Un petit focus sur les contrats vendanges. Donc pour les travaux préparatifs des vendanges, vous pouvez utiliser ce contrat vendange qui vous permet d'embaucher des salariés du secteur privé comme public pendant leur congé payé dans la limite de 1 mois. Donc ça, c'est pas un contrat spécifique, mais faut l'indiquer en fait, soit sur la DPE normale, soit sur la DPE des TESA. Je vois une question. Pour un TESA de 3 jours, la visite MSA est-elle obligatoire? La visite du travail, je suppose. Non, il me semble que les travailleurs saisonniers ne sont pas convoqués si les contrats sont inférieurs à 6 mois. Je dis des bêtises, Sophie? Non, il me semble que c'est ça, mais pareil, on va voir avec le service santé pour Ouais. le service prévention pour être certain de cette réponse. Ok. Alors, à la fin de la relation de travail, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de fournir 3 documents essentiels aux salariés. Le certificat de travail, daté et signé par l'employeur. Il doit contenir le nom du salarié, le nom de l'entreprise, la date d'entrée et de sortie, ainsi que la nature des emplois occupés. L'attestation destinée à France Travail, ce document permet aux salariés de faire valoir ses droits à l'allocation chômage sous certaines conditions. Donc cette attestation, elle est générée à la fin du contrat de travail. Le reçu de solde de tout compte qui détaille l'ensemble des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat. Et une chose importante, le calcul du solde de tout compte relève uniquement de la responsabilité de l'employeur et n'est pas pris en charge par le TESA+, chez nous. Et ensuite, un petit aparté sur les principales exonérations, car on a souvent des questions sur le sujet. Alors là, on vous présente la réduction générale dégressive et l'exonération des travailleurs occasionnels, qui sont 2 mécanismes d'allègement des charges sociales en France, qui visent à encourager l'emploi et à soutenir certains types de contrats. Alors, la réduction générale dégressive, qui est aussi appelée réduction Fillon, elle s'applique sur les cotisations patronales de sécurité sociale, donc tout ce qui concerne les cotisations maladie, vieillesse, allocations familiales, etc. Elle est dégressive en fonction du niveau de rémunération et elle s'applique jusqu'à 1,6 fois le SMIC.
En ce qui concerne l'exonération travailleur occasionnel, également appelée EXO-TODE, elle est spécifiquement dédiée aux travailleurs saisonniers ou occasionnels. Elle est également dégressive en fonction de la rémunération. Elle s'applique aussi jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et contrairement à l'exonération Fillon, elle est limitée dans le temps à 119 jours par année civile. Et il faut savoir aussi que ces deux allègements de charges ne sont pas cumulables pour un même salarié, chez un même employeur et sur la même année. Merci Patrice. Et donc on vous a remis aussi le SMIC en vigueur actuellement, donc le SMIC mensuel, et donc le SMIC aussi multiplié par 1,25 pour vous rendre un petit peu compte justement de l'exonération par rapport à l'exo-TODE. Et donc pareil, toujours la même chose, on vous met un petit lien en dessous pour en savoir plus si vous voulez avoir encore plus d'informations sur les principales exonérations ou réductions. Donc, nous allons maintenant vous présenter les différents services justement en ligne qui sont proposés par la MSA pour vous faciliter justement la gestion administrative. Donc, aujourd'hui, ces services en ligne sont accessibles via votre espace entreprise sur le site de la MSA. Donc, grâce à ces services, vous allez pouvoir faire vos déclarations de façon dématérialisée en ligne, soit pour faire la déclaration préalable à l'embauche, donc la DPAE dont on vous a parlé tout à l'heure, ou pour utiliser le TESA Plus ou le TESA simplifié. Donc, on va vous rappeler justement un petit peu dans quel cas on peut utiliser ces systèmes-là. Donc, pour la DPAE, pour les CDD temps plein par exemple, sur votre espace entreprise, dans l'onglet DSN DPAE, en cliquant sur Voir tous les services, vous allez visualiser l'onglet DPAE. Si vous êtes en DSN ou si vous réalisez vos bulletins de salaire via un logiciel d'EP ou si vous faites appel à un tiers déclarant, vous devez déclarer l'embauche de vos salariés via ce service. Si par contre si vous n'avez pas de votre propre logiciel, vous ne passez pas par un tiers déclarant, vous pouvoir utiliser justement les services en ligne qui sont proposés gratuitement par la MSA, donc le TESA simplifié et le TESA Plus. Donc en fait, ces services, ça vous permet de simplifier l'embauche de vos salariés, qui vous permettent en une seule déclaration de réaliser l'ensemble des formalités liées à l'embauche, comme la déclaration préalable à l'embauche, le contrat de travail, l'immatriculation du salarié, la déclaration au service SST, donc ce qui correspond à la médecine du travail, l'inscription sur le registre unique du personnel et là, c'est là où vous allez pouvoir faire vos demandes pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour l'emploi des travailleurs occasionnels. Donc, comme on a vu juste avant, Fillon ou TODE. Et bien sûr aussi pendant la relation de travail. Donc, ça va vous permettre d'établir le bulletin de paie, de modifier les contrats de travail, de faire votre attestation pour France Travail, de faire la déclaration annuelle des salaires auprès des services fiscaux, donc auprès de la DGFiP, et la transmission de la déclaration sociale nominative, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la DSN. Donc justement, aujourd'hui, vous commencez à être un petit peu familier justement avec la DSN, mais je voulais juste vous faire un petit focus pour vous expliquer rapidement ce que c'est que la DSN. Donc en fait, la DSN, c'est un flux informatique maintenant qui est obligatoire et qui va regrouper l'ensemble des données que vous allez déclarer mensuellement, donc comme le temps de travail, la rémunération, les cotisations. Donc, en fait, ça va prendre ce flux et une fois que vous avez réalisé vos paies, en fait, la DSN elle va permettre de collecter ces données et les transmettre aux différents organismes collecteurs. Donc, comme la MSA, qui va récupérer les cotisations, qui va récupérer les données maladie. On va avoir France Travail qui va récupérer justement pour les ouvertures des droits des salariés, pour le chômage. On va avoir la DGFiP pour le prélèvement à la source. Et on va avoir aussi Agir Carco pour la partie retraite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la DSN, elle a été développée aussi sur le TESA simplifié, contrairement à l'ancien, pour ceux que vous aviez connus en ancien, puisqu'il fallait justement intégrer la DSN pour que tout soit transmis en une seule déclaration. Pas de questions à ce stade-là? Eh bien, je continue. Donc du coup, Excuse-moi, j'étais pas au taquet là. Pour la DSN, si nous avons des TESA avec des reconnaissances RQTH, comment faire pour passer ces éléments en DSN et les associer avec les DSN établis pour des permanents via un logiciel? Est-ce que tu as la réponse, Patrice? Pas là, non. Je vais voir avec le service SST, voir quelles sont les données qui remontent justement par ça. On se le note et puis on va revenir, on revient vers vous juste après.
Donc les services en ligne qui vous sont proposés, donc il y a 2 services qui sont différents. Il y a le TESA+ et le TESA simplifié. Donc le TESA+, il est adapté plutôt pour l'embauche de CDD, mais de CDD de plus de 3 mois, par exemple. Alors après, tout CDD, bien sûr, hein, si vous utilisez déjà le TESA+, mais également aussi pour vos CDI. Et il s'applique aussi pour les contrats spécifiques, comme les contrats des apprentis, les contrats cadres. Donc pour adhérer au TESA+, vous devez adhérer au service en ligne via un bulletin d'adhésion et c'est à faire au plus tard le 15 du premier mois du trimestre d'utilisation. Donc au démarrage du TESA+, vous devez compléter les taux de cotisation afin que les cotisations se calculent correctement. Donc c'est la première étape en fait, il faut cliquer sur gérer mes taux de cotisation et compléter les taux qui vous sont associés. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, comme on est plus sur l'embauche d'employeurs saisonniers, on a plutôt mis l'accent sur le nouveau TESA simplifié. Le TESA simplifié est vraiment axé sur les travailleurs occasionnels. Il est adapté justement pour vos CDD de moins de 3 mois. Donc attention, il ne peut pas être utilisé justement pour les contrats de plus de 3 mois, ou alors ça veut dire que vous devez faire un premier contrat de 3 mois et refaire un nouveau contrat ensuite, hein. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez faire un contrat supérieur à 3 mois. Il ne peut pas être utilisé pour les contrats spécifiques comme les contrats d'apprenti, de professionnalisation ou encore les contrats cadres. C'est pour ça qu'on vous préconise plutôt le TESA+ pour ces contrats. Pour utiliser le TESA simplifié, vous devez disposer d'un numéro de SIRET et la rémunération brute, elle ne doit pas dépasser 11 775 € par mois. Alors, sur les travailleurs occasionnels, c'est rare quand même qu'on dépasse ce montant, mais il faut quand même vous le préciser. Donc, ce montant, il est applicable là pour 2025, mais il évolue bien sûr chaque année selon le plafond de la sécurité sociale. Il faut également que la MSA soit en gestion des cotisations de prévoyance. Donc, le TESA simplifié, il est adapté aussi pour les CDD. Donc, il y a différents motifs de CDD qui sont pris en charge par le TESA simplifié. On a le CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, le CDD saisonnier, le CDD de vendange, donc je vous rappelle qu'il est d'une durée maximale d'1 mois, et le CDD de surcroît d'activité, et le dernier, le CDD d'usage. Attention, on vous alerte sur le fait que si vous n'avez encore pas utilisé le TESA simplifié, vous devez contacter le service employeur de votre MSA, donc le service cotisation, le mois précédant l'embauche pour qu'on puisse vous ouvrir les accès. En effet, ça ne se fait pas en automatique, c'est-à-dire qu'on a une démarche pour vous ouvrir les droits. Et donc ensuite, il faut qu'il y ait un traitement qui se fait une fois par mois qui va ouvrir justement les droits et vous permettre d'accéder au système. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? J'en vois pas. OK, donc on va rentrer un petit peu plus en détail justement du TESA simplifié. Donc ce Excuse-moi, TESA oui, excuse-moi, il y a une question qui est arrivée entre-temps. oui. Si on a été affilié en TESA+ à la MSA, est-ce qu'on n'emploie plus de saisonniers, peut-on revenir au TESA simplifié? Alors oui, le tout, c'est que vous ne pouvez pas faire les 2 en même temps, c'est-à-dire, cumuler le TESA+ et le TESA simplifié. Mais si vous n'utilisez plus le TESA, plus, vous pouvez, utiliser le TESA simplifié. Le tout, c'est de bien, voilà, de prévenir, de bien appeler votre service cotisation pour qu'on puisse justement ouvrir les droits au nouveau TESA. En fait, c'est surtout ça qui est important. Mais en effet, il y a aucun problème. Et de la même façon, vous pouvez cumuler aussi l'utilisation de l'ADSN. Imaginons que vous avez vos permanents qui sont, déclarés via Interdéclarant, via votre logiciel de paie, via en DSN classique. Vous pouvez cumuler soit avec le TESA+, soit avec le TESA simplifié. Ça, il n'y a aucun problème pour pouvoir gérer vos saisonniers sur le TESA simplifié. Une remarque également par rapport à la durée des 3 mois. J'avais déjà échangé. Est-ce que c'est bien 90 jours ou 3 mois calendaires? Parce que si on prend juillet, août, septembre, ça fait 92 jours. Et c'est un employeur qui a eu le cas avec des cotisations qui ont été appelées en plus parce que les 90 jours avaient été dépassés. C'était pas 3 mois en réel. Alors, je suis étonnée par contre que c'est mis des cotisations supplémentaires puisqu'en fait, le logiciel va vous borner justement la date aux 3 mois. Donc il va vous le dire si vous dépassez justement, cette durée. Donc je suis étonnée par contre que vous ayez ce cas précis. Je noterai et je reviendrai vers vous justement par rapport à ce cas-là, parce que je ne comprends pas pourquoi, il y a une différence qui se fait, puisque je vous dis le logiciel borne les 3 mois en tout cas.
Donc, lors de votre première connexion, donc bien sûr, vous connectez toujours sur le site de la MSA. Donc, vous accédez justement au nouveau TESA. Lors de votre première connexion, vous arriverez sur ce tableau de bord. En fait, ce tableau de bord, il va vous permettre d'effectuer les différentes démarches qui vont de la DPAE, qui va faire l'office de contrat, au bulletin de salaire, au document de fin de contrat et enfin à la transmission de la DSN. Donc, vous voyez que dans le premier pavé en haut à gauche, on va avoir la création de la DPAE qui sert aussi de contrat. Donc, c'est là où vous allez noter toutes les informations. Sur le petit 2, vous allez pouvoir visualiser les contrats que vous avez déjà faits et éventuellement aussi, vous allez pouvoir dupliquer certains contrats. Donc, enfin, pas certains, vous allez pouvoir dupliquer vos contrats pour vous servir de contrats que vous avez déjà effectués. En partie 3, vous allez faire un nouveau bulletin de salaire. Donc là, vous allez pouvoir créer votre bulletin de salaire. Et en dessous, en petit 4, vous allez avoir vos documents de vos salariés. Donc vous allez voir justement les documents, la DPAE, les bulletins de salaire. Vous allez pouvoir visualiser tous ces documents. Sur la partie 5, c'est la partie où une fois que vous avez fait vos bulletins de salaire, vous allez pouvoir envoyer votre DSN. Et sur la partie 6, c'est là où vous allez pouvoir, donc c'est tout ce qui est votre information, gérer votre établissement, donc on le verra juste après. Vous allez pouvoir aussi avoir votre catalogue des tâches. Vous allez voir, vous allez pouvoir enregistrer, pour ceux qui font des contrats à la tâche, pouvoir enregistrer justement un catalogue de tâches pour pouvoir vous en servir et éviter de les recréer à chaque fois. Et bien sûr, pour pouvoir consulter le registre unique du personnel à tout moment. Donc on vous rappelle au moins que les informations que vous déclarez lors de la saisie de la DPAE vous engagent. C'est vraiment un contrat de travail, donc c'est important de bien vérifier ces informations. C'est pour cela que les prérequis sont très importants avant de commencer d'effectuer vos déclarations. Donc notamment, on parlait de la convention collective, c'est vraiment très important d'avoir cette connaissance avant de commencer à faire vos déclarations. Pendant ce webinaire, bien sûr, on n'aura pas le temps de revoir l'ensemble de la saisie du TESA simplifié, mais aujourd'hui, on a un peu plus de recul. On a un recul d'1 an sur l'utilisation du produit et il y a des points de vigilance qui ressortent, justement, liés à des saisies erronées qui ont pu être faites par les employeurs et qui ont des impacts justement sur les cotisations, sur les réductions et sur les allègements. Donc du coup, aujourd'hui, le but, c'est d'attirer votre attention justement sur ces points importants, comme, c'est vrai que vous allez me dire, je me répète, mais la convention collective, donc de bien saisir la convention collective qui correspond à votre entreprise, le bon de code PCE-ESE de votre entreprise, donc on verra juste après, donc ça indique la catégorie socio-professionnelle du poste que vous proposez, la durée du travail, bien sûr, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours d'absence non payés. Vous verrez qu'il y a aussi un impact sur les allègements, c'est vraiment très important. D'être vigilant aussi sur le motif du CDD, parce qu'il y a certains motifs qui permettent de bénéficier des exonérations travailleurs occasionnels et d'autres non. Quand vous créez un nouveau salarié, de bien renseigner le numéro de sécurité sociale pour que ça ouvre bien les droits sociaux de vos salariés. Bien sûr, de vérifier vos cotisations avant d'envoyer votre DSN. Donc ça, je vais vous montrer où vous pouvez le visualiser. Et de transmettre bien sûr votre DSN dans les délais. Donc même si aujourd'hui on a justement des vérifications qui se font et qui c'est-à-dire si vous n'avez pas envoyé votre DSN, le système au bout d'un moment va l'envoyer automatiquement puisque ça veut dire que tant que votre DSN n'est pas transmise, les informations ne sont pas transmises aux bons acteurs. Donc justement, on revient sur notre tableau de bord, et donc en bas à droite, vous avez gérer mon établissement. Donc ça, cette démarche, elle est à faire uniquement lors de votre première connexion. Vous allez enregistrer les données de votre établissement et une fois que c'est fait, vous n'aurez pas à revenir dessus, sauf si vous voulez effectuer des modifications d'adresse ou une information. Et donc là, je rappelle bien sûr à nouveau, c'est là où vous allez pouvoir saisir votre convention collective et qui a bien sûr un impact sur les contrats, les DPAE et les cotisations. Une question, Sophie. Bien sûr. Une question. Si on a une mutuelle entreprise non gérée par la MSA, donc c'est TESA ou TESA+, je ne sais pas s'il faut opter pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas si c'est la question. Alors, le mieux, c'est quand même le TESA+. Du moment où vous ne gérez, voilà, c'est pas géré par la MSA, le plus facile, c'est quand même de le faire via le TESA+. Là, vraiment, on est sur le TESA simplifié, d'où son nom simplifié, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de la gestion qui est faite par la MSA, justement, de tous ces organismes.
Donc du coup, sur, le démarrage au niveau de votre, TESA simplifié, vous avez créé un contrat DPAE. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans tout le détail de la création, mais juste au moins les points importants qui ont des impacts ensuite. Donc notamment sélectionner la bonne catégorie socio-professionnelle. Donc là, vous allez avoir une petite liste déroulante qui va vous permettre justement de pouvoir la sélectionner et en plus, où il y a un lien qui va vous permettre d'être utilisé pour aller vers le site de l'INSEE, pour pouvoir justement, retrouver votre, la bonne catégorie. Le temps de travail est vraiment important. Vous devez déclarer la durée légale du travail au sein de votre entreprise. Pour rappel, la durée du travail en France est de 35 heures par semaine, sauf dérogation bien sûr. Et donc si votre salarié travaille moins de 35 heures par semaine, ça veut dire que c'est soit peut-être il a un contrat à temps partiel, mais attention, s'il travaille moins de 35 heures par semaine, parce qu'imaginons il y a des intempéries ou quoi que ce soit, c'est pas forcément, et ça c'est vraiment, on reviendra sur le temps partiel, mais c'est souvent l'erreur qui est faite, c'est de considérer que comme on ne sait pas trop combien de temps il va travailler, de partir sur du temps partiel. Non, dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur un contrat à temps complet, mais dans ce cas-là, de mettre une durée minimale. Mais du coup, la durée minimale vous oblige, hein, à au moins rémunérer votre salarié sur le temps minimal que vous avez mis sur le contrat. Et donc, du coup, un temps partiel qui est mal utilisé, forcément, ça va impacter la réduction et les allègements. Donc, si vous avez des doutes, hein, justement sur le temps de travail, sur le temps partiel, n'hésitez pas à aller auprès de la DRETS en cas de besoin. Là, c'est vrai que nous, c'est des alertes qu'on vous fait, mais c'est vraiment lié au droit du travail. Ce n'est pas lié à la MSA. Le motif du CDD. Il y a certains motifs qui ne permettent pas de bénéficier des exonérations travailleurs occasionnels. Dans ce cas, le logiciel, il ne vous proposera pas de bénéficier, hein. Vous verrez, hein, si vous utilisez un motif éligible, donc je les ai mis juste en dessous, il y a les contrats saisonniers pour travaux, les contrats vendanges et le contrat d'usage. Si vous utilisez ces motifs, vous aurez une case, hein, qui vous permettra de cocher pour vous demander si vous voulez bénéficier de l'exonération de cotisation patronale. En tant que, c'est l'exo TODE. Donc, s'il ne vous le propose pas, c'est que le motif que vous avez utilisé n'est pas éligible à cette exonération. S'il n'y a pas de questions, donc on va partir justement sur le travail à temps partiel. C'est vrai que j'insiste un petit peu sur le sujet parce qu'on a vraiment, beaucoup d'amalgames, sur, le temps partiel. Donc déjà, quand vous allez cliquer sur, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre, contrat, vous allez pouvoir choisir, savoir si vous souhaitez faire un contrat à temps partiel. Si vous mettez «oui», donc ces informations vont apparaître. Donc ce qui apparaît à droite va apparaître et donc là, vous allez pouvoir mettre si vous exprimez la durée légale de travail et celle du salarié par semaine et par mois. Là, on est bien sur la durée légale, le temps de travail au sein de votre entreprise. Donc, c'est celle qui est définie au sein de votre entreprise. C'est en dessous, ensuite, que vous aurez la durée de travail du salarié à compléter. Donc, si vous avez mis un nombre d'heures, automatiquement, le pourcentage en dessous, il va s'implémenter automatiquement. Vous n'aurez pas à le réécrire. Le détail de la répartition, c'est important parce qu'en fait, un contrat à temps partiel, il a des règles. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser, par exemple, quand on ne sait pas exactement les jours où il va travailler. Ce qui est important, c'est que, il faut que vous notiez justement les jours où il va travailler. Par exemple, l'arrivée, il arrive entre 9 heures et 9 h 30, il va sortir entre 12 h 30 et 13 h. Donc voilà, il faut vraiment mettre le maximum d'informations à ce niveau-là. Donc justement, voilà, la durée du travail, les jours de la semaine, les semaines du mois, les horaires de travail, les restrictions concernant les heures complémentaires ou heures supplémentaires, puisque, ça, c'est pareil, il y a des obligations en termes si vous dépassez, si votre salarié dépasse le temps de travail, à temps partiel, il y a des heures complémentaires qui s'ajoutent et vous êtes limité en termes d'heures complémentaires. Et enfin, sur le quatrième petit pavé du bas, il y a marqué, vous pouvez noter, hein, justement les conditions, les modifications éventuelles de cette répartition et par exemple, vous voulez mettre intempéries, s'il y a des modifications, quoi que ce soit, et qu'il puisse y avoir, puisse arriver. Donc c'est important de mettre toutes ces informations. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie à temps partiel? Non, c'était juste sur la partie d'avant, une personne qui dit: «Si on me propose exonération, rien ne m'empêche de cocher oui». C'était par rapport au motif, qui apparaissait sur la diapo Ah d'avant. oui, tout à fait. Là, c'est-à-dire que si le motif, il est éligible, ça va vous ouvrir la question. Après, vous pouvez très bien ne pas cocher la case et ne pas utiliser, enfin, ne pas, bénéficier de l'exonération TODE. Mais par contre, automatiquement, si vous ne choisissez pas l'exo TODE, ça vous fera l'ouverture de filon en automatique. Si, bien sûr, le salarié est éligible.
Il y a une personne qui lève la main, donc si vous pouvez poser la question par écrit, comme ça, dans le fil de discussion ou dans les questions-réponses. Merci. Alors, du coup, on va revenir aussi sur, le contrat à la tâche. Donc bien sûr, sur le TESA simplifié, vous allez avoir la possibilité justement de soit, avoir un type de rémunération qui se fait à l'heure, hein, soit à la tâche. Et donc du coup, quand vous allez, ça va vous ouvrir, hein, bien sûr, une petite fenêtre qu'on voit en 2. Et c'est là que vous allez pouvoir sélectionner un nom de tâche, donc donner un nom à votre tâche, hein, donc par exemple, panier de fraises ou récolte, voilà, peu importe, hein, ce que vous allez mettre. Le temps estimé de réalisation pour une tâche, hein, donc là, bien sûr, vous allez avoir un petit lien qui va vous permettre aussi de savoir où trouver le temps de réalisation des tâches, mais la plupart du temps, ça, vous le savez quand même, et le tarif de la tâche. Et en dessous, vous avez une petite case où vous avez enregistré cette tâche dans mon catalogue pour la réutiliser par d'autres contrats. Donc, c'est-à-dire que là, quand vous allez cocher cette case, la tâche que vous avez enregistrée, elle va se mettre, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau de bord, elle va se mettre dans un catalogue que vous pourrez réutiliser par la suite, ce qui vous évitera à chaque fois de remettre le nom de la tâche, de remettre le temps estimé et le tarif de la tâche. Et donc, oui, si je reviens quand même sur la partie la tâche, donc si, vous avez sélectionné la tâche, bien sûr, quand vous ferez votre bulletin de salaire, hein, c'est là que vous mettrez le nombre de tâches qui ont été réalisées, pour que ça se transforme bien sûr en heures. Pour, oui, Une question. Qui détermine le tarif de la tâche? alors c'est, déterminé justement par convention. C'est pour ça qu'on vous a mis un petit lien, pour où trouver le temps de réalisation de la tâche. Et une autre question qui arrive à l'instant, est-ce que l'exonération Fillon est plus intéressante financièrement? Bah, tout va dépendre de la durée du contrat. Là où il faut faire attention, c'est justement, imaginons, si vous avez un contrat de moins de 3 mois, l'exo-TO-DE va être plus avantageuse. Mais si, par exemple, vous enchaînez les contrats pour salariés et qui va dépasser les 119 jours, là, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus bénéficier de l'exo-TE au-delà de 119 jours, mais vous ne pourrez pas cumuler avec Fillon. Donc, tout dépend de la durée de votre contrat. Donc, c'est là où c'est important. Plus votre contrat va être long, si vous le prenez 8 à 9 mois dans l'année, là, dans ce cas-là, certainement, Fillon sera plus intéressant que l'exo-TO-DE. Tout va dépendre vraiment le temps. L'exo-TO-DE, on est vraiment sur l'exonération travailleurs saisonniers, donc c'est des contrats courts. Et donc là, il est intéressant en effet sur du contrat court. Donc toujours sur le TESA simplifié, quand on ajoute un salarié, vous allez à un moment donné, pouvoir créer un nouveau salarié. Donc surtout munissez-vous bien donc de son nom, de son prénom, de sa date et pays de naissance, sa nationalité, son numéro de sécurité sociale, s'il en dispose bien sûr et une adresse de résidence. Donc c'est vraiment important le numéro de sécurité sociale parce que quand vous allez le compléter, ça va vraiment ouvrir les droits beaucoup plus rapidement pour le salarié. Parce que si vous ne le complétez pas, en effet, vous verrez que le système ne va pas vous bloquer. Mais par contre, ça veut dire que l'ouverture des droits va être beaucoup plus lent le temps que nous, ensuite, on puisse y retrouver le salarié. Et donc là, juste quand vous préparez le numéro de sécurité sociale, bien faire attention parce que ça va vous demander les 13 chiffres qui la composent et non uniquement les 11. Donc et par contre, si votre salarié a déjà travaillé dans la structure au moins une fois, là, dans ce cas-là, vous pourrez retrouver, le numéro de sécurité sociale. Il sera déjà enregistré, vous n'aurez plus qu'à le sélectionner. Vous n'aurez pas besoin de le recréer à chaque fois. Vous voyez, on a vraiment la partie 1 pour créer un nouveau salarié, la partie 2 pour continuer avec ce salarié. Et enfin, on a aussi l'étape de la création du bulletin de salaire. Donc là, sur le bulletin de salaire, c'est vraiment important, de, saisir, les jours de travail et les jours d'absence non payés. Une erreur de saisie impactera le calcul des exonérations et des réductions, auxquelles vous pourriez prétendre puisque, le système va proratiser par rapport au nombre de jours travaillés, par rapport aux absences non payées. Donc par rapport à la date de votre contrat qui a été saisie dans votre contrat, vous avez mis bien sûr une date de début, une date de fin. Donc c'est
sur le mois notamment, le système, il va calculer par rapport au nombre de jours qu'il attend en fait, hein. Donc si par exemple, vous avez fait un contrat, il y a 20 jours ouvrés, qui est censé être sur 20 jours travaillés, mais que vous en saisissiez 10, le système va vous le dire. Il va vous dire: «Attention, moi j'attends 20 jours travaillés, vous nous avez saisi 10. Est-ce qu'il y a des absences?» Et donc là, c'est important de pouvoir mettre les absences non payées. Donc je rappelle, hein, mais ça, après, ça reste du droit du travail, mais c'est un petit rappel qu'on vous fait, c'est que les absences non payées doivent être justifiées. C'est-à-dire que non, il doit y avoir bien sûr une justification à ces absences ou un arrêt maladie par exemple. Et donc du coup, vous ne pouvez pas non plus ne pas rémunérer vos salariés, parce qu'après, il pourrait y avoir des répercussions au niveau droit du travail. Mais en tout cas, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours d'absence est vraiment important. Vous devez arriver en cumulant ces deux nombre de jours, à vraiment au nombre de jours que vous êtes censé payer sur votre contrat. Donc c'est pour ça aussi, c'est important de mettre sinon une durée minimale à votre contrat. Si vous vous êtes engagé sur votre durée minimale de 10 jours sur votre contrat, à temps plein parce que vous je sais pas, vous avez bon, surtout en ce moment, des fois, le temps, il est un peu incertain. Du coup, voilà, de se dire, vous êtes au moins parti sur 10 jours ou 15 jours sur votre contrat mensuel, et donc par contre, vous devez vous engager à le rémunérer sur ces 10 jours ou sur ces 15 jours. Et le reste, vous le déclarez en absence non payée. Une question. Oui. Si c'est un choix du salarié, le jour non travaillé, Alors, c'est-à-dire qu'il viendrait pas si c'est le cas, alors si je comprends bien, il y a une journée où il ne vient pas, là, dans ce cas-là, c'est une absence, non payée, non rémunérée, puisque c'est une absence non justifiée s'il ne vous apporte pas de justificatif. Là, c'est du fait du salarié. Sur, justement le bulletin de salaire, vous pouvez avoir le cas justement sur des contrats, travailleurs occasionnels, hein, c'est sur la période de paie qui est à cheval. C'est-à-dire que vous avez, si la date de fin de bulletin de salaire, elle se situe pas sur le même mois que la date d'embauche, le système, il va détecter automatiquement qu'il s'agit d'un bulletin de salaire à cheval. Donc vous allez avoir un pop-up, qui s'affiche pour vous informer de la situation et ça va vous permettre de passer en mode bulletin de salaire à cheval. Donc c'est-à-dire que si vous avez un contrat donc qui commence, fin juin et qui se termine début juillet, dans ce cas-là, vous pourrez faire votre bulletin de salaire au mois de juillet pour les 2 périodes. Et vous avez également la possibilité de saisir un bulletin de salaire à zéro. C'est-à-dire, imaginons, vous avez fait un contrat à votre salarié, et vous avez fait un contrat, par exemple, de 2 mois. Soit le premier mois, il n'est pas venu, dans ce cas-là, vous faites un contrat sans embauche, hein. C'est-à-dire que là, du coup, on va annuler la DPAE. Par contre, si, imaginons, il a travaillé le premier mois, mais il ne vient pas le deuxième mois, et là, dans ce cas-là, vous pourrez mettre un bulletin de salaire, vous pourrez cocher une petite case qui vous permettra de faire un bulletin de salaire à zéro et donc de tenir les documents de fin de contrat. Donc surtout important, quand vous allez faire votre bulletin de salaire, vous allez avoir une page récapitulative, qui va vous faire un petit récap, hein, de tout ce que vous avez saisi. Et donc vous pourrez télécharger un PDF, spécimen, hein, qu'on appelle, comme un brouillon de bulletin de salaire qui va vous permettre de vérifier justement les informations que vous avez saisies avant validation. quelques questions, Sophie. Alors, il y en a dans le fil de discussion, il y en a dans questions-réponses. D'accord. Alors, comment se calcule l'exonération? Qui prend en compte les jours d'absence? Alors là, je pense que c'était sur le sujet l'exonération travailleur occasionnel, peut-être? C'est pas Oui. précisé. Alors, de toute façon, dans tous les cas, dans les 2 cas, justement, ça prendra en compte justement le nombre de jours travaillés et les absences non payées. En fait, il faut vraiment que votre mois soit couvert en totalité. Il faut que vraiment votre nombre, que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que votre nombre de jours travaillés plus votre nombre de jours non payés répartissent vraiment le mois complet. Si vous avez mis, par exemple, parce que forcément, il touche 1 200 € pour 10 jours travaillés ou 1 200 € pour 20 jours travaillés, le prorata ne se fait pas de la même façon. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une bonne répartition entre les jours travaillés et les absences non payées. Autre question, remarque. On me demande aussi si le salarié est rattaché fiscalement à l'étranger pour un salarié étranger. On ne le sait pas forcément. Donc, Ça, en tant effectivement, que Ça, il faut vraiment que votre salarié vous le donne, ça vous donne cette information. Quand vous avez travailleur étranger, c'est pour ça que je vous demande vraiment de vous diriger vers le site de la MSA où vous avez vraiment beaucoup d'informations sur les travailleurs étrangers. C'est important justement de savoir toutes les informations et tous les documents dont vous avez besoin. autre question. Comment se passent les DSN dans le cas du BS à cheval?
La DSN, donc ça se fera si par exemple, l'exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, donc votre contrat a commencé fin juin et terminé début juillet. Là, dans ce cas-là, ça sera envoyé dans votre DSN de juillet. Si vous avez d'autres salariés, vous pourrez envoyer votre DSN de juin, mais pour autant, ce ne sera pas bloquant. Vous pourrez l'envoyer ensuite sur votre DSN de juillet. Il sera reporté sur le mois suivant. Alors, on revient sur le sujet précédent, par rapport aux salariés fiscalement étrangers, quels documents ils doivent fournir, les salariés, pour prouver qu'ils sont fiscalement hors de France? Là, ça va être leur lieu de résidence. Mmh. Mmh. Donc, les documents, les avait mis juste avant, justement, on en avait parlé. Mais je vous dis, sur le site de la MSA, vous allez avoir vraiment la liste détaillée de tous les documents. Et encore, on revient sur le sujet encore avant, par rapport à l'exonération. Une personne demande quelle est la formule de calcul de l'exonération. Alors, je ne sais pas si on l'a dans le document, celle-ci. Non, celle-ci, je n'ai pas mis dans le document, elle est assez complexe. Mais en effet, sur le site de la MSA, le lien que je vous ai mis juste en dessous, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir justement toute la modalité de calcul. Et autre question, par rapport au travail occasionnel, est-ce qu'au-delà des 119 jours pour l'exo-TO, l'employeur doit faire une demande pour revenir à la réduction générale dégressive, ou est-ce que ça se fait automatiquement? Non, du coup, ça ne peut pas être cumulable, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il faut le déterminer au préalable. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y avait donc, par rapport au jour non travaillé du salarié, comment l'enregistrer? Vous avez justement une petite case. Donc, vous avez à chaque fois absence non payée et vous avez le nombre de jours que vous allez pouvoir compléter. Dans tous les cas, même si vous avez oublié de le mettre, le système va vous le redire. Attention, le nombre de jours travaillés ne correspond pas aux dates de vos contrats sur le mois. J'ai fini de faire le tour des questions. Il y a toujours Madame Lambin qui a la main levée. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais clic ou si je vous invite à poser la question par le fil de discussion, s'il vous plaît. Et après, Merci. si vraiment vous ne pouvez pas via le fil de discussion, n'hésitez pas à appeler le service cotisation et on saura vous répondre. Tout à fait. Donc là, c'était sur le butin de salaire et bien sûr, la dernière étape, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est l'envoi de la DSN. Donc, c'est-à-dire que vous allez arriver sur cet onglet qui va vous permettre de finaliser. Donc, quand vous allez avoir des butins de salaire justement qui ne sont pas finalisés, vous allez avoir un petit carré qui va vous demander de finaliser les butins de salaire avant l'envoi de votre DSN. Donc, vous allez avoir des petits points en fait, hein. Il y a le petit point vert, hein, qui apparaît, ça veut dire que votre DSN, elle a bien été envoyée, elle a bien été transmise à la MSA. Si le petit rond est orange, là, dans ce cas-là, elle est prête à envoyer, c'est-à-dire que vous avez bien créé tous les salaires de tous vos contrats, en fait, qui étaient en cours. Donc, vous pouvez envoyer votre DSN. Donc, bien sûr, ce qu'on vous recommande, par contre, c'est d'attendre la fin du mois concerné avant d'envoyer votre DSN, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des modifications ou quoi que ce soit. Mieux vaut attendre la fin de mois. Et si, par contre, comme pour le premier, hein, vous avez le petit rond rouge, là, dans ce cas-là, ça veut dire que vos butins de salaire sur cette période, ils ne sont pas encore finalisés. Donc, vous devez d'abord les terminer et les finaliser si besoin, les butins de salaire en retard sur le mois précédent. Parce que, imaginons, vous avez fait une déclaration tardive ou vous avez une information tardive et vous avez fait votre butin de salaire a posteriori. Là, dans ce cas-là, vous allez devoir finaliser votre butin de salaire du mois en cours et des mois précédents éventuels. Donc justement, ce que je vais vous montrer, c'est comment, on va pouvoir aussi, vous voyez qu'on a voir le détail des cotisations. Quand vous allez valider vos bulletins de salaire et que vous allez cliquer sur envoyer ma DSN, avant l'envoi définitif, vous allez avoir la possibilité justement de vérifier les données de votre DSN. Donc je vous montrerai juste après. Donc dans un premier temps déjà, vous allez avoir la possibilité de supprimer un bulletin de salaire. Donc c'est-à-dire que tant que votre DSN n'est pas envoyé, vous avez encore la main. Donc c'est-à-dire que, vous pouvez déclarer une sans-embauche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre salarié ne s'est pas présenté, vous aviez quand même fait votre DPE, ce qui est normal puisque vous l'avez fait avant le début de l'embauche. Donc cette action, en fait, vous allez avoir annulé la DPAE, vous aurez juste à cliquer dessus et cette action, elle va vous permettre de supprimer la DPAE de la liste, mais par contre, elle sera tout de même visible dans votre registre unique du personnel, puisqu'il faut quand même garder trace de votre DPAE. Vous n'êtes pas à l'origine
du coup de cette sans-embauche. C'est votre salarié qui ne s'est pas présenté, mais vous devez quand même garder une trace justement du registre et donc elle restera visible. Et donc, vous allez aussi avoir la possibilité de supprimer un bulletin de salaire, c'est-à-dire, vous pouvez le corriger ou le supprimer. Tant que vous n'avez pas envoyé votre DSN, vous pourrez tout le modifier et remodifier votre bulletin de salaire. Et donc, une fois que vous avez effectué toutes vos vérifications, donc ça, on vous invite fortement à bien vérifier, parce qu'une fois que tout est lancé, que la DSN est faite, ensuite, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc là, en fait, ce récapitulatif avant d'envoyer la DSN, c'est ce qui apparaît avant justement l'envoi de la DSN. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser, donc en 1, dans le petit 1, on voit, donc vous pouvez consulter le récap des cotisations, des exonérations, des réductions qui sont calculées pour l'ensemble de vos salariés sur la période de paie avant d'envoyer la DSN. Sur le petit 2, vous allez avoir justement le global, c'est-à-dire vous allez avoir la totalité des cotisations et des exonérations. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur détail, ce qui va vous permettre de pouvoir visualiser le détail après entre la part patronale et la part ouvrière. Si vous avez besoin de vérifier plus, et je vous conseille vraiment de le faire, c'est de visualiser, voir les cotisations pour chaque salarié. Et là, vous allez avoir chaque salarié, vous allez pouvoir visualiser chaque cotisation, ce qui va vous permettre peut-être de pouvoir identifier une anomalie éventuelle que vous n'auriez pas repérée juste avant. Si vous n'avez pas de DSN, bien sûr, à transmettre, ou vous n'avez pas de contrat en cours, il n'y aura pas de bulletin de salaire à saisir. Une question, Sophie. Oui. Par rapport au BS à cheval et à la DSN, une personne qui dit, du coup, si on veut faire une DSN pour certains salariés, mais pas pour ceux embauchés en fin de mois, comment fait-on pour ne pas avoir le point rouge qui était sur la diapo d'avant? En fait, quand vous allez avoir justement un contrat à cheval comme ça, le système va vous avoir posé la question et c'est là que vous aurez mis oui si c'est un bulletin à cheval ou non. Donc, c'est là, en fait, au moment de la DSN, il va savoir faire la différence, en fait. Il va savoir les contrats où vous n'avez pas choisi justement le bulletin de salaire à cheval. Et dans ce cas-là, il va vous demander de finaliser vos bulletins de salaire. Si par contre, c'est les contrats à cheval, là, dans ce cas-là, le système va le détecter automatiquement et il ne vous le demandera pas. Il vous le demandera le mois suivant au moment de faire votre DSN. Donc, je rappelle bien, vérifiez bien toutes ces informations avant et une fois que vous avez envoyé votre DSN, donc là, vous avez juste, voyez, vous avez petit 3, envoyer la DSN, vous cliquez et tout part aux bons organismes et dans les délais. Mais par contre, vous ne pourrez plus rectifier les bulletins de salaire qui sont associés une fois que c'est parti. Donc, je vous mets juste après le calendrier justement qui a été déterminé avec les dates d'envoi, donc la date de limite de vos bulletins de salaire et la date d'envoi justement de la DSN. Donc, essayez au maximum de respecter, enfin, il faut respecter ces dates-là puisque justement, le fait de ne pas envoyer vos DSN dans les délais peut vous exposer justement à des sanctions, notamment de la part de DGFiP, pour dépôt de DSN tardif. Donc, surtout, c'est vraiment important de respecter ces délais. Donc, c'est pour ça que récemment, donc, de toute façon, on vous envoie régulièrement des mails pour vous dire attention de bien envoyer votre DSN. Mais vraiment, il faut que ça devienne un automatisme. Dans tous les cas, si vous avez vraiment fait tous vos bulletins de salaire et que vous n'avez juste pas envoyé votre DSN, la MSA finira par prendre la main pour envoyer la DSN en automatique. Mais ça veut dire que vous serez en retard au niveau de l'envoi de la DSN, puisque nous, on le fera forcément a posteriori. Donc, pour vous laisser vraiment le temps de faire votre DSN, mais il faut vraiment que ça soit ancré maintenant dans vos habitudes et une fois qu'on a finalisé les bulletins de salaire, on envoie la DSN. Est-ce qu'il y a à nouveau des questions, Patrice? Non, il y en a une à laquelle j'ai répondu par écrit. Ok. On a conscience que ça fait beaucoup d'informations, mais de toute façon, on vous enverra le support et donc le service cotisation reste aussi à votre disposition pour des questions éventuelles que vous pourriez avoir. Donc ensuite, on va passer sur la partie de la protection santé sécurité au travail de vos saisonniers. Donc c'est vraiment succinct, là on va partir vraiment sur quelques informations. Donc du coup, en tant qu'employeur, vous avez des obligations de sécurité de résultats en matière SST. Donc on en a parlé en début de ce webinaire par rapport au DUERP qu'on a déjà évoqué. Donc vous devez également mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Donc, en cas d'accident, de manquement de votre responsabilité civile ou pénale, elle pourrait être engagée. Donc, vraiment,
voilà, faut vraiment faire attention à ça sur la partie CST. Si vraiment vous sentez que vous êtes en manque d'informations, n'hésitez pas à revenir vers notre service SST, le service santé qui va pouvoir vous aiguiller vraiment sur ces informations. Et justement, juste après, je vais vous présenter un petit peu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une intervention en amont. Déjà, là où la MSA peut vous accompagner et là où elle a toute sa plus-value, c'est pour l'intervention en amont de la période d'accueil des saisonniers. C'est-à-dire qu'avant même d'accueillir vos saisonniers, il va falloir que vos permanents, déjà, ils soient outillés pour pouvoir savoir quel est leur rôle au moment de l'arrivée des nouveaux saisonniers. Surtout si vous avez beaucoup de saisonniers qui arrivent, hein, on a certaines entreprises qui en ont quand même beaucoup, hein, ça peut se compter 60, 70, voire une centaine. Ça veut dire que vous n'allez pas, vous, seul, gérer la gestion de tous ces arrivées de nouveaux saisonniers. Donc, vous allez déléguer aussi à vos permanents. Et donc, il faut qu'ils connaissent aussi leur rôle et qu'ils aient toutes les informations pour pouvoir accompagner au mieux l'arrivée de ces saisonniers. Il y a aussi un accompagnement de conseil sur les questions de prévention. Donc, tout ce qui est accueil, organisation du travail, après, bien sûr, lié aux situations particulières d'emploi des saisonniers, hein. Donc, parce que bien sûr, les saisonniers, ils ne connaissent pas votre activité, ils ne connaissent pas votre matériel, ni vos locaux. Donc, c'est important justement que vous puissiez donner les informations. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'emploi des étudiants et l'emploi des travailleurs étrangers. On sait que justement, l'emploi des travailleurs étrangers, c'est souvent des questions où vous êtes des fois un petit peu démunis, justement parce qu'on a des salariés qui ne parlent pas toujours très bien français, hein, voire pas. Donc c'est vrai que le service de santé vous a mis, enfin sécurité au travail vous a mis à disposition justement des outils d'aide, justement avec sur la santé et sécurité au travail en multilingue. Donc justement, je vais vous les montrer un petit peu. C'est-à-dire que vous allez avoir on vous a mis le lien, hein, sur le site SSA. Donc, c'est une documentation qui est disponible en plusieurs langues. Donc là, on vous a mis quelques exemples là, sur l'écran, par exemple pour les saisonniers turcs, les saisonniers tchèques. Donc, vous allez avoir les consignes un petit peu de sécurité dans la langue, hein, donc en turc, en tchèque, voilà, pour pouvoir vous aider un petit peu parce qu'on sait que c'est pas forcément évident et on peut tout à fait comprendre que vous ne connaissiez pas toutes les langues. Donc du coup, voilà, ça peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Donc on vous incite vraiment à aller sur le site de la SSA. Donc on vous a mis le lien, n'hésitez pas à l'utiliser. Est-ce qu'on sait si on a des questions, Patrice? Non, il y a une personne qui avait une question, mais c'était par rapport à un cas personnel, enfin sur son entreprise, donc j'ai proposé de la rappeler après. Oui, bien sûr, parfait. On va arriver donc à la fin de notre webinaire. Donc pour vous aider, on vous a préparé quelques petites informations utiles, notamment les numéros. Donc comme les contacts MSA, les contacts de nos partenaires. Sachant que si vous n'avez pas de courrier où les coordonnées sont mises, parce que en fait vous avez vraiment un interlocuteur privilégié au niveau du service cotisation, n'hésitez pas sinon à appeler sur la plateforme et dans ce cas-là, l'appel va basculer automatiquement en cotisation. Donc je vous rappelle aussi, quelques coordonnées aussi de nos partenaires, hein, donc dont on a parlé tout à l'heure, hein, justement, Agrica, Malakoff Humanis, les chambres d'agriculture qui peuvent vous aider, bien sûr l'adresse. Donc on vous a remis quelques contacts et bien sûr, vous n'hésitez pas à nous contacter via votre espace privé aussi, via internet, votre espace privé de la MSA, où vous allez aussi pouvoir aussi nous envoyer des informations et nous poser des questions aussi par ce biais. Je profite justement en fait de ce webinaire pour vous rappeler qu'actuellement nous sommes également en période d'élection des délégués MSA. Donc ces élections, elles ont commencé hein, là le 5 mai. Elles vont se terminer ce vendredi, le vendredi 16 mai. Vous et vos collaborateurs, vous avez réceptionné un kit de vote. Donc je vous rappelle que vous pouvez voter par Internet ou par courrier. Donc c'est important justement ces élections puisque c'est l'élection des délégués MSA et qui sont vraiment proches des territoires et qui eux aussi peuvent vous aider parfois dans certaines situations compliquées. N'hésitez pas à faire appel à nos délégués. Ils sont vraiment là aussi pour vous accompagner. Donc ne restez pas seul, hein, surtout avec vos difficultés, avec vos problèmes. N'hésitez pas à contacter la MSA et dans la mesure du possible, si nous pouvons vous aider, ce sera bien sûr avec plaisir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Patrice, avant que... Non, je n'en vois pas.
écoutez, on a été un petit peu plus rapide finalement que prévu, mais je pense que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Donc déjà, je vous remercie. C'est un grand merci pour votre participation. Pour toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu et même pour celles pour lesquelles on a répondu à l'oral, les réponses écrites se feront après le webinaire. Il n'y a aucun souci. Donc, on vous mettra l'accès aussi pour accéder à ce webinaire, que ce soit pour le visionner ou alors pour accéder bien sûr aux documents. Dernière petite chose, je vous remercie aussi de penser à vous déconnecter à la fin de ce webinaire, parce que sinon l'enregistrement ne s'arrête jamais. Et donc après, je ne peux pas le mettre en ligne. Donc surtout, voilà, pensez bien à vous déconnecter à la fin de ce webinaire. Et donc du coup, je vous mettrai aussi toutes les informations, un petit récap, toutes les questions et éventuellement d'autres questions qui ne sont pas apparues dans ce webinaire mais qui sont récurrentes. Et puis on vous enverra aussi un petit questionnaire de satisfaction. Vous puissiez justement nous donner, qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse voir si vous avez des idées justement de sujets que vous souhaiteriez que nous abordions lors de prochains webinaires. Ou même, n'hésitez pas à dire si vous voulez aussi des réunions présentielles, ça peut aussi se faire et s'organiser. Pas de nouvelles questions, Patrice, avant de se quitter? Pas de nouvelles questions. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous remercions encore d'être présents aujourd'hui. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.